On va faire circuler un micro parmi vous et pour une heure de questions-réponses avec nos invités. Bien, je m'appelle Philippe Cambon. Je découvre votre activité pour la première fois. Et alors, j'ai deux questions à vous poser. Une question à monsieur, une question à madame. Lorsque vous avez parlé de Val d'Anas avec une population plutôt rurale, est-ce que ça signifie est-ce que ça concerne prioritairement les agriculteurs qui se trouvent confrontés à des situations de surendettement? Ou est-ce que ce sont, on va dire, une prolétarisation de gens qui ne trouvent plus d'activité sur le bassin d'emploi? C'est Fougères, je pense, Fougères en Paris. Alors ça c'est pour monsieur. Pour madame, vos 13 pages à 4 pour le RSA, si vous cherchez quelqu'un pour essayer de booster un peu... Je ne suis pas responsable de ça. Non, vous n'êtes pas je sais bien que vous n'êtes pas responsable de ça, mais par contre, c'est vrai que moi, dès que j'ai l'occasion d'épingler un peu les pouvoirs publics sur les lourdeurs administratives, je ne sais pas s'il y a des parlementaires ce soir présents, mais bon, bien évidemment, dès qu'on leur pose des questions un petit peu sensibles, pragmatiques, ils ne sont jamais là. Donc, alors là, c'est tout ce qui concerne l'obligation, le passage obligé par le numérique et tout ça, moi, effectivement, du mon âge encore, je réussis à maîtriser un peu l'outil, mais j'imagine mal comment le pauvre gars que j'ai vu dormir dans sa voiture le long de la seconde ceinture pouvait éventuellement brancher un ordinateur pour faire sa demande de RSA, parce que j'imagine qu'il va être éligible. Enfin, je ne sais pas. Il a disparu de mon paysage depuis déjà pas mal de mois. Mais effectivement, on ne peut pas admettre ça. Alors, effectivement, l'aspect surveillance de la CAF, je veux bien croire qu'il y ait certaines dérives, mais il faut quand même admettre une certaine souplesse dans le taux de, on va dire, une certaine évaporation. Une certaine évaporation, voilà. Pour dire les choses parce que de l'évaporation, Anne Hidalgo a dépensé 390 000 € pour faire son référendum sur les trottinettes. 390 000 €, ça fait déjà un bon budget, puisque vous êtes parti sur 1 million, ça vous en fait un bon tiers quand même. Hein. On prend. Hein. Donc on devrait bien pouvoir supporter ça au niveau du département. Franchement, On va répondre aux questions telles qu'elles sont posées les unes après les autres. Alors, sur le Val d'Anas, alors sur les publics concernés, c'était votre question. Alors, les agriculteurs, bien sûr, évidemment, mais pas seulement, puisque vous voyez bien, on est dans l'étalement urbain, on est dans des familles qui ont cherché à se loger le moins cher possible et donc de plus en plus loin de la ville-centre où ils travaillent, etc., où il faut 2 bagnoles. Enfin, vous voyez bien l'enchaînement des causes, comment tout cela s'opère. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des urbains, etc., qui sont touchés par un phénomène de paupérisation progressif. Il suffit qu'un des deux tombe au chômage dans le foyer pour que tout l'équilibre précaire bascule, etc. Voilà, ce sont ces populations-là avec une sociologie très particulière, c'est-à-dire un accès ou une autocensure à l'accès aux solidarités que l'on constate parce que
ce sont des petites communautés où on se connaît et où c'est difficile d'aller au centre communal d'action sociale où on va rencontrer forcément quelqu'un qu'on connaît. Enfin, voilà, on a toutes ces problématiques nouvelles que nous, depuis Rennes, on ne connaissait pas bien, qu'on commence aussi à découvrir de cette façon. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire. Je vais tenter de répondre à votre question. Les lourdeurs administratives, vous avez raison. Après, je n'imputerai pas les lourdeurs administratives aux parlementaires qui pourraient régler ces lourdeurs. C'est absolument pas leur champ. Mais par contre, les hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères ont vraiment, à mon avis, cette tâche dans leurs mains, mais visiblement pas encore très bien entendue. Justement, le travail des parlementaires dans le temps, avant de faire les clowns, c'était justement de faire Écoutez, remonter monsieur, au moi je ne ministère. suis pas pour affaiblir notre démocratie et pour, les parlementaires ne sont pas des clowns et ce sont des gens qui travaillent, certes qui s'invectivent dans l'Assemblée nationale, entendu, mais j'ai beaucoup de respect pour ces élus. C'est un travail qui n'est pas simple et c'est un travail important. Voilà, moi, je ne veux pas, de toute façon, vous l'avez compris, je ne veux pas monter les gens les uns contre les autres, donc je n'aurai pas de propos contre les parlementaires, contre les élus locaux, etc. C'est pour moi des gens qui font un travail remarquable. Il y a toujours des gens qui font moins bien leur travail que d'autres, mais voilà. Après, vous avez raison sur les dérives, il faut regarder les dérives là où elles sont. C'est-à-dire que, comme me l'a appris... pour éviter les chiffres qui ne nous disent plus rien, vous savez, entre les millions et les milliards, quand on ne brasse pas ça tous les jours, on est incapable de savoir ce que ça veut dire. Entre 10 millions, 5 milliards, finalement, ça ne nous fait pas grand effet. Mais quand on vous dit que la fraude sociale, elle est de la taille d'un lapin nain, et que la fraude fiscale, elle est de la taille d'un rhinocéros qui fait la taille de cette table, ça donne déjà plus un petit peu une idée qu'actuellement on s'occupe davantage dans notre pays du lapin nain plutôt que du rhinocéros. Voilà. Voilà. Donc, j'avais adressé justement à l'association un document où j'épinglais bien la fraude fiscale comme une des causes de la de la pauvreté. Sauf que moi j'avais abordé les choses non pas en les localisant sur la France, mais au plan mondial, en plan général. La fraude fiscale, c'était l'objet de la conférence précédente. Oui, mais la fraude fiscale est un élément très bien important évidemment, de la pauvreté, puisque tout à fait. Et de la démocratie, puisque le thème c'était la fraude fiscale contre la démocratie. C'est un effort qu'on demande en supplément aux nationaux, et ce que les nationaux ne peuvent plus faire, c'est ce qui est privé. Il y a des demandes de parole plus haut. Ou ici, sinon, Yves-Marie. Est-ce que vous pourriez indiquer sur les deux associations les actions que vous menez par rapport à l'accès à l'art, la production artistique, et voir des outils spécifiques de diffusion de cette production pour les populations pauvres, en pauvreté, précarité? alors vous l'avez compris dans ce que j'ai exprimé tout à l'heure, que la culture est quelque chose de très important pour ATD Quart Monde. Dès le début, dès 1957 dans le bidonville et toujours aujourd'hui, c'est essentiel pour l'équilibre de chacune et chacun de pouvoir partager la culture. Donc nous faisons... moi je mets l'art dans toute la culture, d'accord? Et dans toute la culture, il y a le livre, qui est très important. Donc nous faisons des bibliothèques de rue, nous animons des bibliothèques de rue dans des lieux pour des enfants et des jeunes, dans des lieux où souvent ces enfants et ces jeunes n'ont pas, pour l'instant, rejoint une médiathèque et n'ont pas eu encore cette possibilité d'avoir accès aux livres assez facilement. Et donc nous arrivons chaque semaine. Ce qui est important, c'est la régularité. Chaque semaine, le même jour, à la même heure, avec des caisses de livres, on vient pour animer
des activités autour du livre. Et l'art, alors bien entendu, nous avons les festivals des savoirs et des arts, qui sont des moments, je le disais tout à l'heure, des moments magiques de partage de cet art, de ces arts que nous voulons partager ensemble, que des artistes viennent partager. Moi, je vais vous prendre juste un ou deux exemples de festivals que j'ai animé pour ma part pendant une bonne vingtaine d'années. Donc, j'ai en tête, dans une cité, en région parisienne, vous savez, ça se passe souvent en début d'été, sur un lieu où nous faisons une bibliothèque de rue, et un lieu où on n'a pas trop l'habitude de recevoir des artistes, et où un samedi en début d'après-midi, tout d'un coup, les enfants qui nous attendaient avec beaucoup d'impatience voient arriver une dame. Alors c'est fait assez caricatural, mais c'est comme ça, c'est une amie, hein. Elle est arrivée, c'est une grande dame qui est noire et qui est complètement chauve, et qui est arrivée, qui est cantatrice, et qui s'est mise à chanter, accompagnée par une violoncelliste, et qui s'est mise à chanter. On pourrait se dire que des enfants de 3 à 12 ans qui étaient là, ça n'allait pas les passionner. Ils sont restés complètement comme ça, et petit à petit, les plus âgés de la cité, les adultes, etc., sont sortis de leurs appartements pour venir nous rejoindre et partager ce moment d'art, justement, ce moment d'art, de culture, à partager ensemble. Pour moi, ce sont des moments très importants où nous devons justement être de divers milieux et partager la culture comme cela ensemble. C'est vraiment absolument essentiel si nous voulons recréer dans notre société des liens entre les uns et les autres. Alors nous faisons, alors j'ai dit les festivals des arts et des savoirs, mais bon, il y a d'autres lieux, il faut m'aider, là, les copains d'ATD, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, voilà, c'est ce qui me vient. Il ne vous en vient pas d'autres? Si à Rennes, l'Orchestre de Bretagne, à Rennes, l'Orchestre de Bretagne permet à des personnes en précarité, contacte les associations pour assister par exemple à des générales. Voilà, c'est un exemple. Il y a Thomas. C'est un exemple. Thomas, il a un autre exemple. Il est où Thomas? Derrière. Là. On peut aussi avoir des partenariats avec des musées où du coup on organise des visites. Tu parlais tout à l'heure des volontaires, et du théâtre aussi bien sûr, tu parlais des volontaires qui étaient artistes. On a aussi dans la région du côté de Landerneau une volontaire qui est artiste et qui anime des ateliers. On a aussi à Rennes des ateliers qui ont été animés. Oui, et par exemple, dans un festival au Blône, on avait invité un groupe baroque de la Pique qui joue, je crois, et qui a amené des instruments très classiques que les enfants n'avaient jamais vus, au pied des tours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 4 jours, il y avait des enfants qui n'avaient jamais eu de contact avec des instruments, se sont mis à faire des rythmes et à participer à un orchestre en 4 jours. Voilà, c'est des moments fantastiques, quoi. Merci les amis. Alors, juste pour finir sur la culture, pardon, excusez-moi, on a dans le centre de recherche, on a aussi une artothèque qui regroupe les œuvres d'art qui ont pu être réalisées dans le mouvement à la fois en France et à la fois à l'international. Artothèque, ça veut dire qu'on peut emprunter des œuvres d'art, les mettre chez soi, mais avoir un tableau chez soi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite le rendre et en emprunter un autre. Oui. Alors, du côté Secours Populaire, on a aussi une politique de partenariat avec les grandes institutions culturelles du territoire. Ça, c'est le TNB, le musée, l'espace des sciences, parce que la culture scientifique est pour nous un élément aussi très, très, très fort à mettre en valeur. Et puis on a des initiatives qui sont plus ciblées sur des événements. Par exemple, le Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine organise un déplacement au Festival d'Avignon.
avec des personnes aidées, de telle sorte qu'il y ait un accès à ce qui est considéré comme un moment phare dans la vie culturelle française, quoi. Donc c'est une organisation extrêmement lourde, c'est une organisation qui mobilise des moyens humains en bénévoles tout à fait importants et qui mobilise aussi des moyens pécuniaires. Là c'est le trésorier qui le dit, mais qui pour nous sont aussi essentiels que nos achats alimentaires, d'une certaine manière. Les arbitrages, ce sont des discussions en comité ou en secrétariat départemental, ce sont des discussions serrées qu'on a là-dessus, mais nous sommes tous convenus que nous ne pouvions pas faire l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un, quoi. Tout ça participe d'un tout. Voilà. Donc le partenariat, c'est pour le récurrent, et puis on a quelques actions phares. On a aussi en milieu rural, on en parlait tout à l'heure, notre Solidaribus. Ce n'est pas que de la distribution alimentaire, ce n'est pas que de l'aide aux démarches, remplir les 13 pages du RSA, c'est aussi de l'accès aux livres. Il y a, dans un coin de notre Solidaribus, il y a un accès aux livres, etc. Voilà un peu toutes les actions. Il y en a bien d'autres, mais j'essaye de ne pas trop descendre dans le détail à ce stade, mais je peux évidemment compléter si vous avez des questions complémentaires. Juste un tout petit complément, comme vous parliez du Festival d'Avignon, on a eu 2 années de suite une troupe de volontaires permanents, d'alliés et de militants en quart-monde, animés par une personne de théâtre, enfin un professionnel du théâtre qui est allé jouer au Festival Off d'Avignon. Bonsoir. J'aurais la même question dans le domaine de l'éducation, s'il vous plaît. Parce que je suis parent d'élève d'un enfant qui est scolarisé en 4e dans un collège de REP. Et je vois bien lors des conseils de classe ou lors des CA du collège les difficultés qu'a toute l'équipe éducative à mobiliser certaines familles, à mobiliser certains enfants qui sont dans des conditions sociales difficiles. Alors là, on est parti pour une petite demi-heure, ça va? Chacun. C'est pas facile pour les enseignants. Je vais d'abord commencer comme ça. C'est pas facile pour les enseignants parce qu'à quel moment ils ont reçu une formation pour comprendre les enfants, les jeunes qu'ils ont en face d'eux, qui vivent des conditions difficiles au quotidien. Pour comprendre les parents qui n'osent pas venir franchir la porte du collège, mais qui veulent que leurs enfants réussissent au collège, comme les autres parents. Ils sont passionnés par la scolarité de leurs enfants, mais ils n'osent pas franchir la porte. Donc c'est pas facile si ces enseignants, c'est rare qu'ils aient eu une formation pour comprendre ces familles qui vivent la grande difficulté au quotidien. Donc ça, c'est un premier point. C'est qu'il faut insister pour que ces enseignants ils puissent avoir une formation pour comprendre les différents milieux sociaux et comprendre comment faire avec des familles qui vivent la grande difficulté au quotidien. Ça, c'est un premier point. Et puis sinon, nous le faisons d'ailleurs, hein. Il y a des gens très compétents dans la salle qui peuvent vous dire tout ce qu'ils font à Rennes, et je vais lui passer la parole assez rapidement, mais nous sommes convaincus, nous sommes vraiment convaincus que notre école peut absolument avancer pour tous les enfants. Mais moi je suis convaincue d'une chose, c'est que l'école c'est le reflet de notre société. Et on voit de plus en plus que les établissements scolaires sont terriblement ségrégés. C'est-à-dire que vous avez dans un établissement scolaire pratiquement très peu de milieux sociaux qui se mélangent, pour être assez clair et pratique. Et ça, c'est grave. Ça, c'est quelque chose d'important dans notre pays. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense, pour la vitalité de notre démocratie. Que les enfants, dès le plus jeune âge, puissent penser ensemble, jouer ensemble, développer leur esprit critique ensemble, c'est absolument essentiel. Parce qu'ils ne seront pas tous ingénieurs, polytechniciens, docteurs, que sais-je. Ils feront tous les métiers différents possibles. Mais ensuite,
ils se reconnaîtront une fois adultes. Ils sauront se parler, ils sauront se reconnaître. Et ça, il faut absolument passer ce message-là aux autres parents d'élèves, aux enseignants, à tout le monde, parce que, sincèrement, pour moi, il en va de l'avenir de notre démocratie. Il faut que nous acceptions que dès le plus jeune âge, nos enfants se mélangent avec les autres enfants d'autres milieux sociaux. C'est une vraie richesse. Pour ma part, je peux en parler très sereinement, parce que nous avons fait ce choix pour nos 3 enfants, qui maintenant sont adultes, hein, ils ont 30 ans, mais ils vont bien. Et ça s'est bien passé pour eux. Évidemment, il y a des moments au collège où c'est plus difficile, mais c'est un âge difficile, le collège. Il faut le reconnaître. Et il n'y a pas de milieu social pour ça. C'est difficile dans tous les milieux sociaux, l'âge du collège. Voilà. Et donc, eh bien, il faut que nous apprenions à nos enfants, dès le plus jeune âge, à vivre ensemble, comme nous montrons que nous en sommes capables. Peut-être en quelques instants dire un peu quelle est notre politique. Alors, à titre personnel, je suis très intéressé par ces questions, puisqu'il se trouve que malgré le temps que me prend le bénévolat, j'ai encore un métier, je suis inspecteur général de l'éducation. Donc les réseaux d'éducation prioritaire m'intéressent à la marge un tout petit peu. Voilà. Mais du côté du secours populaire, évidemment, il y a, si j'ose dire, les formules classiques, comme le soutien scolaire qu'on organise dans nos locaux, qu'on organise in situ, avec un réseau d'étudiants bénévoles, avec un réseau d'enseignants qui viennent donner de leur temps, etc. Ça, on est très loin d'être les seuls à faire ça. On a peut-être une démarche un peu plus original pour prolonger le propos que vous venez de tenir et que je partage entièrement sur la déségrégation, si j'ose dire, des publics. Nous avons au sein du Secours populaire ce qu'on appelle Copains du Monde, qui est une initiative que je trouve pour ma part formidable, et je crois que juste derrière vous, vous en avez l'animatrice, voilà, et Copains du Monde, c'est cet objectif de faire en sorte que dès le plus jeune âge, depuis toujours, si j'ose dire, eh bien, ce soit naturel que nous allions au-delà des différences perceptibles immédiatement, les uns vers les autres et les autres vers les uns. Voilà. Et ça joue un rôle de solidarité, y compris dans les aspects scolaires et les difficultés où on apprend les uns des autres et où on fait en sorte qu'il y ait une solidarité, y compris dans les apprentissages. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire, et puis peut-être préciser que d'un point de vue très matériel, nous avons une opération que finalement nous considérons marcher très bien et qui est l'équipement. L'équipement à la rentrée de 700 familles rennaises en scolaire, l'équipement scolaire, le cartable, etc., parce que nous considérons que c'est très important à la rentrée scolaire que les gamines et les gamins arrivent comme les autres, comme tout le monde, avec une trousse neuve, un cartable, etc. Que le moment de la rentrée ne soit pas le moment où ils regardent les autres faire leur rentrée et où ils ne peuvent pas faire leur rentrée dans les mêmes conditions. Pour nous, c'est très important. Voilà, merci. Je savais bien qu'on avait déjà travaillé ensemble avec le Secours populaire. Parce que lorsque j'étais responsable de la branche enfance de la TD Carmonde qui s'appelle Tapori, qui met ensemble des enfants de différents milieux pour qu'ils changent des choses autour d'eux, pour que voilà, ils donnent leurs idées pour voir ce qu'ils peuvent faire changer dans l'école, dans le quartier. Et lorsque j'étais responsable de Tapori en France, nous avions travaillé avec Copains du Monde et nous avions fait un rassemblement en commun à la Villette, je me rappelle très bien. Et c'était vraiment sympa parce que justement, on avait réussi à mélanger des enfants de tout milieu. C'était vraiment un moment très important. Et un dernier point sur l'école, c'est quand même de dire que pour les professionnels de l'éducation, en tout cas, il existe à ATD ce que nous appelons des réseaux Wresinski. Et le réseau Wresinski École, il y en a un ici,
à Rennes. Donc c'est pouvoir rassembler des professionnels de l'école qui ont envie de réfléchir à toutes ces questions, mais aussi des parents, et aussi des parents de tous les milieux. On est bien d'accord, hein, ça va ? Bien sûr. C'est donc la personne là qui bouge la tête qui C'est est moi. responsable de ce réseau ici. Marie-Christine. Il nous reste encore quelques minutes pour prendre des questions. Oui, donc merci pour cette prestation, là, ces informations, ces éclairages. Moi, j'ai retenu dans les messages que vous avez, dans l'information que vous avez donnée, notamment les 100 000 enfants, 100 000 jeunes qui sortent sans formation, sans capacité d'insertion dans notre société, au final. Donc là, certes, les associations comme les vôtres ont des capacités pour les aider les familles, pour qu'ils puissent trouver des possibilités de formation, d'insertion, mais à mon avis, ça relève plus d'un État qui normalement a vocation de former ces jeunes et leur permettre d'accéder à un emploi qui leur correspond. Et puis voilà. Donc c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Alors nous avons la chance d'avoir un inspecteur donc départemental d'éducation générale, pardon, excusez-moi. Ah oui, je suis vieux. Bon, et donc c'est très intéressant d'avoir cette double casquette pour voilà. Mais je sais bien que c'est pas vous qui allez régler la situation, mais disons là il faut avancer absolument parce que on peut pas se permettre, comme vous disiez, Madame, de laisser sur le bas-côté cette population. C'est pas possible, quoi. Voilà. Et donc on a une société qui a comme des moyens financiers, et donc il y a des choix à faire, des choix politiques à faire. Et puis un second point concernant tout ce qui est migrant. Bon, vous travaillez aussi avec ces populations-là, qui souhaitent venir en France parfois pour s'y intégrer, et donc il y a tout l'apprentissage de la langue, et également de pouvoir vivre de leur travail. Et bon, vous le savez, qu'avant d'avoir la possibilité d'être déclaré apte à rester en France pour différents critères, voilà, ils ne peuvent pas travailler, ils doivent attendre d'avoir cette autorisation. Et donc, il y a aussi une question, pourquoi ne pouvons-nous pas permettre à cette population-là de commencer à travailler avant même qu'ils connaissent leur autorisation de rester ou non sur le territoire. Certains restent pendant 6 mois, pendant 1 an, voilà, alors qu'ils pourraient déjà donner de leurs compétences à notre pays par rapport à ce qu'ils connaissent. Voilà. Alors, je vais d'abord essayer de préciser un point sur votre première question sur les 100 000 qu'on appelle NEETs qui sortent du système sans formation, sans emploi, etc. Il y a un dispositif qui doit avoir 2 ou 3 ans me semble-t-il, qui est l'obligation de formation. Alors vous savez qu'on a une obligation d'instruction jusqu'à 16 ans, et désormais, entre 16 et 18 ans, il y a ce qu'on appelle une obligation de formation, et c'est précisément un dispositif qui a l'ambition de récupérer en tout ou partie ces 100 000 sorties sèches du système scolaire, si j'ose dire, pour pouvoir les réinsérer dans un cycle de formation et faire en sorte qu'ils disposent à la fin au moins d'une qualification leur permettant une première insertion dans le milieu du travail. Je suis incapable, mais je crois
il n'y en a pas encore. Je suis incapable de vous dire quelles sont les premières évaluations de la mise en œuvre de ce dispositif. Je ne le sais pas, mais encore une fois, je suis quasiment certain que les premières évaluations ne sont pas encore faites, ou en tout cas que les résultats ne sont pas encore diffusés de ce dispositif. Mais c'est un début de réponse à la question que vous posiez. L'État ne se désintéresse pas, au moins totalement, de cette question. Et des moyens relativement conséquents sur le plan financier sont mis en œuvre de ce point de vue. Sur la deuxième question, sur les migrants, je pense que vous faites là référence aux situations des demandeurs d'asile, réfugiés apatrides, etc., et qui, tant que leur demande n'est pas instruite, ont droit de rester sur le territoire, mais de ne rien y faire d'une certaine manière. Et là, c'est évidemment un changement réglementaire ou législatif qu'il faudrait procéder pour pouvoir changer les choses. Et les associations que nous sommes plaident en faveur de changements dans le sens de l'assouplissement que vous sollicitez, mais pour l'instant, avec le succès que vous imaginez, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, ces 100 000 jeunes qui sortent chaque année, ça fait quand même, aujourd'hui, on est à plus d'1,5 million de jeunes dans notre pays, dans cette situation. On n'est pas juste à essayer de régler le problème de 100 000 jeunes. On est à essayer de régler le problème de 100 000 plus 1,5 million. D'accord ? Donc, c'est compliqué et je suis désolée, je ne veux pas vous contredire, monsieur l'inspecteur général, mais je crains que là, nous ayons un petit point de désaccord quand même, parce que les moyens qui sont mis ne sont pas des moyens à la hauteur de la situation. Jamais. Vraiment. Par définition, jamais. Ah bah, par définition, jamais, c'est quand même très embêtant, parce qu'il en va de l'avenir de ces millions de jeunes. C'est très ennuyeux, et que les moyens que nous réclamons, ce sont des moyens humains pour que des femmes et des hommes dont c'est le métier, qu'ils aient le temps et la compétence pour aller rencontrer ces jeunes et prendre le temps de voir avec chacune et chacun d'entre eux. C'est quand même pas si simple quand vous avez quitté l'école avec rien, avec ce sentiment d'échec ancré en vous. Vous n'allez pas revenir comme ça à la mission locale parce que vous avez entendu à la radio un jour qu'il y a une nouvelle garantie jeune X machin qui est remise en route et que vous allez pouvoir faire une formation. Ils ne vont pas venir comme ça, les jeunes. Il faut absolument aller les rencontrer et prendre du temps avec chacun d'entre eux pour vraiment les décider. Et puis, non seulement les décider, mais c'est pas que ça. C'est qu'ils vivent dans des situations qui sont au-delà de l'imaginable, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, comment je vais faire pour aller suivre cette formation alors que je loge à droite à gauche chaque soir, alors que je loge dans une voiture, alors que je suis dans un squat? Comment je fais pour aller régulièrement à cette formation qui est à l'autre bout de la ville et que je n'ai pas un sou? Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça, assez pratiques, mais qui font que une formation qui va vous plaire, si tant est que l'on vous propose une formation qui vraiment vous convient et vous plaise, eh bien il va falloir aussi mettre en place un certain nombre de choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut des moyens humains de personnes qui prennent le temps avec chacune et chacun d'entre eux. Parce qu'on ne remet pas le pied à l'étrier comme ça. Parce que tout d'un coup, on a rencontré le jeune et qu'il va faire une formation. Non, si c'était si simple, il y a longtemps que les dispositifs qui ont été mis en place marcheraient. Mais malheureusement, il faut que nos responsables politiques comprennent que dans notre pays, il faut absolument arrêter d'enlever de l'humain partout. Comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure. Il faut arrêter d'enlever de l'humain partout. C'est-à-dire que le numérique, c'est fabuleux, c'est formidable, on en est tous convaincus, mais pas dans tous les domaines. Voilà, on a tous envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir faire un dossier de demande d'aide au logement, un dossier, voilà. Et dans tous les domaines, c'est important, et à tous les âges. Et pas simplement les jeunes,
mais les adultes, etc. Donc, il faut que ces politiques publiques, elles prennent en compte ça, en particulier pour les populations les plus défavorisées, mais je crois que ça a tellement grignoté que ça vient pour toute la population maintenant. Mais ce que nous savons à Télécarmon, je vais terminer là-dessus, 2 choses. C'est que si on part de celui qui a le plus de mal, on est sûr que ça va profiter à tout le monde. Ça, on est certain. Si on part du plus pauvre, on est sûr que cette mesure-là, elle va profiter à tout le monde. Et je vous dis une dernière phrase qui est en nous fondamentaux à Télécarmon, c'est que tout homme porte en lui une valeur fondamentale et inaliénable. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter sur ces paroles. D'autres questions, non? Ah, une ultime peut-être? Ce sera la dernière. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour remettre un peu les pendules à l'heure. Carmon, il n'a rien inventé, c'était les 4e ordre. On n'est toujours pas en France, il y a une amnésie qui vient de très très loin, politique, qui avait déjà kidnappé le tiers d'État. Il pourrait y avoir des rues et des places du Fournier de Villiers en France. Le tiers d'État, l'Assemblée déjà de l'époque, avait déjà pris en otage la démocratie. Et donc le peuple des infortunés, qu'on pourrait dire le peuple des chômeurs de longue durée, qui crée des désespérances pas possibles, des suicides, de culpabilité, de honte. Donc il s'agit bien d'une violence, d'une maltraitance institutionnelle dont on parle toujours des pauvres en termes de devoirs, en termes d'obligations, de perfection. On n'a absolument pas le droit à l'erreur. Effectivement, ce qu'on trouve, il ne faut pas oublier que la misère, c'est la misère. S'il y a autant de violence dans ce pays, il y a des pays, moi je suis pu aller au Danemark, il y a des cours d'empathie obligatoires au Danemark, à l'école. Et les pays quand même beaucoup moins maltraitants, on pourrait tout à fait s'en inspirer. La France est un pays maltraitant. Alors ils viennent d'être condamnés aussi, condamnés à différentes reprises. Je me souviens très bien d'Henri Bossan, un volontaire qui a fait condamner la France par la Cour européenne, parce que pour l'affaire du Trou-Poulet, où un maire refusait aux gens du voyage, qui étaient installés depuis très longtemps ici, il y a une maltraitance dans ce pays, il va falloir la dénoncer. Et les pauvres, qui sont, on pourrait dire maintenant les gilets jaunes, on va les appeler, voilà, on refuse. Pourquoi il y a autant de violence dans ce pays? Il faudrait se poser les bonnes questions, quoi. Et on en a marre d'être toujours des gens en ayant toujours des bénéficiaires. La pauvreté, c'est dans un système qui nous fait attendre indéfiniment. Indéfiniment. Merci beaucoup. Il y a un rééquilibre vraiment à faire, et là c'est sûr qu'on est dans on va arrêter de maltraitance. Tant que le Cahors ne sera pas représenté à l'Assemblée nationale, on sera un pays de maltraitants. Sur cette non-question. Merci. Merci. Mais écoutez, il y avait d'autres. Là. Ah, bah alors, ce sera vraiment la dernière. Vraiment la dernière. Oui, merci Régis, toi qui es militant Carmon, d'être intervenu pour montrer la souffrance que ça peut représenter. Je voulais justement poser la question de la place qu'aurait eu Muriel Gélin si elle n'avait pas été malade et qu'elle avait pu venir avec Marie-Alette, parce que je crois que c'est un binôme qu'on a coutume de faire fonctionner à la télé. Alors bien évidemment, je n'aurais pas parlé de la même manière, et nous aurions préparé ensemble avec Muriel, et elle aurait eu une place à mes côtés pour parler chacune d'ATD Carmonde et du combat que nous menons ensemble. Muriel est membre du conseil d'administration d'ATD Carmonde, elle a aussi participé à ce livre sur l'école dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elle aurait parlé de ce qu'elle fait dans ATD Carmonde, entre autres dans le combat pour l'école, pour une école qui permet la réussite de tous, en tout cas pour une école, elle travaille beaucoup actuellement sur l'orientation scolaire des enfants de milieux défavorisés. Donc elle aurait parlé de cela, je pense, ce soir. Mais voilà. Merci beaucoup. Alors je vous encourage à vous rendre à la table de presse, là où les deux associations vendent leur ouvrage, leur production. On vous offre à boire après, donc n'hésitez pas à vous approcher de la table également là-bas.
Et pour information, je vous donne la date de notre prochaine conférence, la prochaine conférence du Cercle d'Agora Politique aura lieu le 15 juin, un jeudi. Et l'invité sera le professeur Grimaldi qui viendra nous parler de la crise de l'hôpital public. Merci.